reçoit maintenant notre invité, Alexandre Malafaille. Bonjour. Bonjour. Fondateur du think tank Sinopia. Et on parle du renouveau de la vie politique. On y est, parce que s'il y a 200 députés qui ne vont pas se représenter, donc ils seront forcément nouveaux. Et parmi tous les autres, il y en aura beaucoup de nouveaux, notamment ceux d'En Marche, qui vont sans doute battre beaucoup de sortants. Est-ce qu'on a déjà vu ça dans la vie politique française, un tel renouvellement aussi rapide ? On est dans un phénomène qu'on pourrait comparer à la révolution des smartphones lorsqu'ils sont arrivés. C'est-à-dire qu'il y a une rupture absolument invraisemblable qui s'opère et les concurrents sont KO et ils mettent un certain temps à se refaire. On est exactement dans la même analogie, c'est-à-dire que personne n'a vu venir Emmanuel Macron avec sa formation politique. Rappelez-vous, il y a un an, tout le monde riait, même à l'automne, tout le monde continuait à prendre ça avec beaucoup de légèreté. Et puis finalement, le phénomène s'est installé. Mais il s'est installé pourquoi ? Sans refaire trop d'histoire, c'est parce qu'il y a une attente évidemment profonde de renouveau et puis il y a un rejet de la classe politique et de la façon de faire la politique telle qu'elle a été pratiquée. Voilà. Donc ce renouveau, il a l'air de se confirmer. Il faudra quand même attendre dimanche soir et puis le 18 juin, quand même voir vraiment les résultats circonscription par circonscription. Mais oui, vous avez une révolution qui est à l'œuvre et qui est en train de transformer profondément, en tout cas, la vie politique telle qu'on la voit maintenant. Vous dites révolution plus que renouvellement, finalement. En quoi ça consiste, cette révolution, précisément ? C'est-à-dire que ça consiste déjà à avoir complètement ringardisé les formations politiques traditionnelles, à avoir mis quand même à la retraite beaucoup de monde. Alors il y a plus un point d'appui qui est celui qui avait été initié par François Hollande en 2012 avec cette réforme sur le non-cumul des mandats. Donc vous avez quand même toute une série de places à prendre avec des élus locaux qui avaient quand même une implantation. Donc là, vous avez ce phénomène-là. Mais surtout parce que voilà, ce qui est arrivé avec Emmanuel Macron peut très bien se reproduire demain. Demain, rien n'empêchera un nouvel entrant qui s'appuie sur les nouvelles technologies avec une bonne tête, un bon message. Vous avez parlé des smartphones tout à l'heure. Oui. Donc c'est une révolution. Pourquoi vous dites que c'est une révolution technologique aussi, enfin qui s'appuie là-dessus, ou c'est une révolution, c'est une ubérisation de la politique ? On pourrait pratiquement dire qu'en fait la classe politique actuelle s'est fait ubériser. En tout cas, d'abord parce qu'ils n'ont pas du tout pris en compte la nature des changements qui étaient à l'œuvre. Ils auraient pu regarder ce qui se passait aux États-Unis, mais il fallait trouver simplement celui qui allait faire. Mais Emmanuel Macron a gagné cette élection sans parti politique, avec quoi ? Avec la technologie et avec de l'argent. Et voilà. Ça donne quoi dans le temps ? Alors dans le temps, ça veut dire que les partis vont devoir se réinventer. Ils pourront plus faire plus aucun parti ne pourra fonctionner à l'ancienne. Voilà, il va falloir trouver le moyen de faire de la politique de manière plus moderne, sans doute plus en phase avec les gens. Ça va remettre en cause certainement l'idée des primaires. Comment est-ce qu'on peut faire des primaires dans un contexte comme ça ? Et puis je vous dis, il peut y avoir demain n'importe quel nouvel entrant qui trouve, grâce à la technologie, grâce à Internet et grâce à des moyens, qui trouve l'opportunité de naître très rapidement. Ce type de fulgurance qu'on a avec Emmanuel Macron peut très bien survenir demain, y compris pour Emmanuel Macron, si demain il n'était pas à la hauteur des enjeux. Encore plus vite que lui, peut-être. Alors, pourquoi pas. Tout est possible. Sur un temps un peu plus court pour la prochaine législative, si ce qui se dessine arrive véritablement, qu'est-ce que ça peut changer dans la manière que va avoir de fonctionner la nouvelle Assemblée ? On aura beaucoup de candidats qui vont directement découler du président de la République et qui devront leur élection à ce nouveau président. Ce qui va être très, très intéressant à observer dans les semaines qui viennent, c'est la manière dont les pouvoirs vont s'organiser et se compléter ou se confronter. Je ne sais pas encore comment cette Assemblée va fonctionner. Les parlementaires jeunes, expérimentés pour une bonne partie d'entre eux, inexpérimentés pour une bonne partie d'entre eux, comment est-ce qu'ils vont se situer ? Est-ce qu'ils vont être dans la logique du suivisme ou est-ce qu'ils vont prendre la pleine mesure de leur rôle en tant que député ? Un député, il n'est pas là, en théorie. À partir du moment où ils dépendent entièrement d'En Marche. Oui, non, mais ça veut dire qu'on revient. Alors là, pour le coup, c'est une révolution sur la forme, mais on va revenir jusqu'après sur une pratique qui est celle de l'ancienne, c'est-à-dire aucune capacité de se mettre en travers ou de jouer son rôle, à la fois de dire on s'autonomie sur la fabrication de la loi et puis après on contrôle le travail du gouvernement. C'est comme ce qu'on attend du Parlement. Et les intellectuels comme Chantal Mouffe, par exemple, qui parlent de post-démocratie, c'est-à-dire que finalement il n'y a plus ni droite ni gauche, il y a une ligne politique définie par une personne avec un Parlement qui obtempère, on va dire. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a aussi quelque chose qui change au niveau de la pratique démocratique, pas forcément dans le sens où on l'attendrait, c'est-à-dire plutôt dans le sens d'une recentralisation ? Oui, mais ça peut durer un temps. Je ne vois pas comment vous allez avoir sur toute une série de sujets des projets de société, des visions de société qui vont très vite se cristalliser. Typiquement sur la problématique qui était évoquée tout à l'heure sur la question du droit du travail, ça va très très vite se mettre en place. Il y a quand même un certain nombre de forces qui ne vont pas accepter qu'on change complètement la donne. Alors cela dit, le phénomène très intéressant de fond sur lequel s'appuie à mon avis Emmanuel Macron, et c'est pour ça que la société peut changer, jusqu'où on verra, mais elle peut changer, c'est que cette idée de dire il faut faire confiance aux acteurs, il faut faire confiance en fait aux parties prenantes, il faut faire confiance au terrain. C'est une nécessité. En tout cas, c'est vécu comme tel par beaucoup de gens. Dans le domaine de l'éducation, M. Blanquer l'a bien compris, on voit bien que visiblement sur le fait de faire ses devoirs à l'école, le fait de pouvoir redoubler, tout ça est en train de s'organiser, en dire on laisse faire les acteurs. Oui, on laisse faire les acteurs, mais il y a quand même un seul chef dans tout ça. Alors voilà, c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que le problématique, c'est l'équilibre des pouvoirs entre d'un côté ce qui est en train de se construire avec Emmanuel Macron, qui concentre beaucoup de choses, qui concentre beaucoup de leviers de pouvoir, son équipe extrêmement rapprochée, toute une bande de jeunes énarques qui sont là avec des formatages bien particuliers,
des conseillers communs entre l'Élysée et Matignon qui mettent quand même un tout petit peu en question le fonctionnement de la Ve République. Donc d'un côté, on veut envoyer quelque part une dynamique vers le terrain, et de l'autre côté, vous avez cette hyper-concentration du pouvoir et d'un niveau d'interventionnisme qui a l'air supérieur à celui qu'avait Nicolas Sarkozy quand il était aux affaires. C'est-à-dire d'interventionnisme directement auprès des ministres, auprès des équipes ministres, pour voilà, que la feuille de route soit respectée à la virgule près. Donc tout étant contrôlé. Alors on verra dans la vraie vie, encore après le 19 juin. Pour l'instant, c'est encore, je dirais, si je puis dire, le folklore politique et des élections. Mais le 19 juin, voilà, cette dynamique-là d'hyper-contrôle, si elle se traduit, elle va poser quand même de vraies questions de fond sur la gouvernance. Un risque de corporalisation de l'Assemblée nationale, avec un exercice vertical ou jupitérien du pouvoir. Oui, c'est une manière de fonctionner où personne ne va oser se mettre en travers. Et donc vous allez avoir, alors si tout fonctionne bien, si l'intelligence supérieure d'Emmanuel Macron est capable de faire face à l'extrême complexité du système, parce qu'il faut bien partir d'une chose, c'est que, voilà, on l'a déjà dit, mais gagner une élection c'est une chose, gouverner c'est autre chose. On est dans des phénomènes d'une immense complexité. Je vais donner juste un chiffre qui peut être éclairant. Quand Donald Trump arrive à l'OTAN, pour le sommet de l'OTAN, il arrive avec 1000 personnes. La délégation américaine, c'est 1000 personnes qui viennent avec lui. Alors dedans, il y a les services de sécurité, il y a les gens qui lui amènent ses bouteilles d'eau parce qu'il ne boit pas l'eau du robinet, mais il n'empêche que quand même, ça donne la mesure derrière des enjeux, des administrations, des systèmes qui sont... Donc l'administration française, c'est pareil, les enjeux politiques sont d'une complexité incroyable. Les questions qui touchent au Code du travail, le Code du travail, c'est 4500 pages. Donc on ne rentre pas dedans comme ça en disant, voilà, on va simplifier, c'est compliqué. Voilà. Donc cette hyper-complexité-là, elle suppose de s'appuyer sur des équipes avec qui on travaille, à qui on fait confiance, à qui on laisse une marge d'action. L'Élysée ne peut pas tout contrôler. Enfin, on a déjà vu les limites de ce type de système, de ce type de dérive. Et puis, c'est plus qu'attendent les gens. Les gens, au contraire, ils attendent le renouveau, mais le renouveau, c'est pas simplement par l'hyperconcentration. Qu'on ait besoin de cette hyperconcentration, peut-être pendant un temps court, pour faire passer les 4-5 grandes réformes dont le pays a besoin. Mais après, il faut s'appuyer sur le pays, sur ces forces vives dont on parle souvent, sur cet appel du terrain qui est dire laissez-nous faire, laissez-nous créer de la richesse, laissez-nous embaucher, laissez-nous nous organiser. Après, bien sûr qu'il faut réguler. L'État, de toute façon, en France, on est dans une triptyque, le citoyen, l'État, et voilà. Donc, on ne va pas tout d'un coup faire sortir l'État du jeu. Mais c'est cette place de l'État qu'il faut revoir. Est-ce que la gouvernance Macron, c'est aussi un effet psychologique finalement? C'est ce qui se traduit avec le vote des Français de l'étranger. C'est-à-dire que là, pour le coup, vous avez de toute façon cette incarnation du renouveau qui est là. Et pour l'instant, même quand il trébuche, même quand il parle des quoi ça, même quand M. Ferrand est là, pour l'instant, rien n'a prise sur cette espèce de dynamique de renouveau parce qu'il y a une attente forte et parce qu'il n'y a personne en face. Pour l'instant, c'est quand même le chaos debout pour tous les opposants, y compris ceux qui sont dits les contestataires qui n'arrivent pas à se situer dans cette période. Et vous craignez vous prévoyez un point de basculement ou de retournement de tout cela? Non, je ne le prévois pas. D'abord, je ne prévois pas. Je l'espère pas. Moi, je fais partie de ceux qui disent si ça fonctionne, tant mieux. Notre pays peut s'emporter. Il y a besoin de faire un certain nombre de réformes. Il faut les bons équilibres, mais il y a besoin de faire ces réformes. Voilà, si ça fonctionne, tant mieux. Je suis juste inquiet sur finalement l'hyper-gouvernance qui est en train de se mettre en place et les risques d'une dérive autoritaire, j'en sais rien. Mais en tout cas, globalement, comme on est face à quelqu'un de très intelligent, très difficile à contrer, qui exerce un phénomène de fascination sur son entourage, qu'il n'y ait pas tout d'un coup cette espèce de dérive où tout le monde suit sans se poser trop de questions. Alexandre Malafaille, merci beaucoup d'avoir posé précisément ces questions et d'avoir été notre invité.